Bonjour à tous et meilleurs vœux, puisque c'est 4 janvier, c'est un premier Café des Sciences de l'année 2016. Voilà, donc j'en profite pour vous adresser tous mes vœux. Donc nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Esther Duflo, économiste au MIT, qui va nous présenter l'état de ses travaux sur l'économie expérimentale. Alors évidemment, le thème de l'économie, il y a une tradition à l'école de formation des élèves ingénieurs à l'économie, avec de grandes figures comme Jules Dupuy, qui fut un très grand économiste. Donc nous sommes particulièrement honorés aujourd'hui de vous accueillir. Donc le principe des Cafés des Sciences, vous le connaissez probablement, c'est une rencontre avec des personnalités scientifiques, culturelles, enfin, des personnes qui font les ponts aussi entre la société et les sciences. Donc le principe, c'est à peu près 40 minutes d'exposé de notre invité, qui seront suivis, cet exposé sera suivi d'échanges avec vous, à peu près une vingtaine de minutes d'échanges avec l'intervenant. Voilà, avant de laisser la parole à Madame Duflo, je vais laisser le soin à Abdelkader Slifi, le responsable académique du département SEGF, de présenter vos travaux et votre parcours. Voilà. Abdelkader. Merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Meilleurs vœux. Nous avons l'honneur et le bonheur d'accueillir aujourd'hui la professeure Esther Duflo, qui est professeure au département d'économie du Massachusetts Institute of Technology, où elle est titulaire de la chaire Abdoulatif Jamil, qui concerne la réduction de la pauvreté et l'économie du développement. Elle a été également titulaire de la première chaire du Collège de France, Savoir contre pauvreté. Elle a également était ancienne élève de l'école normale supérieure, donc nos amis de l'école normale supérieure avec qui nous co-accréditons le master politique publique et développement, donc ça nous fait un atome crochu parmi d'autres. Vous avez également, écrit de nombreux ouvrages, et donc concernant les éléments bibliographiques, Isabelle Gautron a pu orienter les élèves de façon qui ont été très intéressés par vos ouvrages, notamment votre best-seller Repenser la pauvreté, qui a été publié en 2012, mais vous avez également publié de nombreux articles, notamment dans l'American Economic Review. En 2014, vous avez publié un article notamment sur le microcrédit en Inde et le marché de l'assurance, et où vous montrez que notamment il n'y a pas de problème de sélection adverse quand il n'y a pas de demande. Donc les élèves qui ont vu au premier semestre la question de la sélection adverse en économie auront compris la référence. Vous avez également publié des ouvrages qui sont disponibles en bibliothèque sur le développement humain, notamment lutter contre la pauvreté, le développement humain et la politique de l'autonomie. Donc c'est un honneur et vraiment un bonheur de vous accueillir ici. Comme tout le monde brûle d'impatience de vous entendre, je vais vous laisser la parole et on vous retrouve pour les questions. Bonne année, bonne rentrée. Je dois avouer que quand on m'a parlé de Café des Sciences, je m'attendais un petit peu à 20 personnes autour d'un café, justement. J'ai eu le café, mais alors sur les 20 personnes, c'est pas exactement ça. Donc, je vais faire de mon mieux. Ce que je pensais faire, et ce que je vais faire quand même, c'est de vous donner un petit peu un aperçu de ce que nous faisons dans le laboratoire que j'anime, qui est plutôt d'ailleurs un réseau de chercheurs, d'une centaine de chercheurs, un peu plus de 100 chercheurs autour du monde, et pourquoi c'est ça que nous faisons et pas autre chose. Le contexte dans lequel tout ça se passe, c'est un discours sur la pauvreté qui est un discours qui est extrêmement
disons, caractérisé par des phrases à l'emporte-pièce, qui correspond assez bien, disons, à l'ère Twitter, mais c'était déjà ça et même avant, où on a des positions extrêmement marquées qui sont prises d'un côté ou de l'autre. Donc d'un côté, on a quelqu'un comme Jeff Sachs, par exemple, qui dit que c'est une question d'argent, qu'on peut faire disparaître la pauvreté si seulement les pays riches acceptaient de consacrer une part suffisante de leurs revenus, pas énorme d'ailleurs, au problème de la pauvreté. On pourrait éliminer complètement la pauvreté rapidement. Et puis d'un autre côté, on a William Easterly qui dit que non seulement l'aide des pays riches n'est pas la solution, mais elle pourrait mettre une partie du problème parce que les pays, parce que ça crée une espèce de manne et donc une rente sur lesquelles, au sujet de laquelle les différents acteurs de ces pays se battent. Donc au lieu d'essayer de comprendre ce qui marcherait mieux pour le pays en question, on essaye on se dispute pour récupérer les fruits de la spoliation de l'aide. Donc c'est un peu les deux idées, disons, les deux points extrêmes de ce discours. Alors après, il y a très peu de choses en fait entre les deux. Il y a des gens qui rejoignent un pôle ou l'autre, mais très peu de choses entre les deux. Et c'est pas tellement étonnant parce que quand on parle du problème de la pauvreté, comme c'est un problème qui en quelque sorte, il y a un parallèle aujourd'hui sur des questions de sécurité, les questions du Moyen-Orient, etc. Dès qu'un problème est extrêmement troublant, prenant, on a envie d'avoir une solution. Et ce qu'on demande aux experts, c'est d'apporter une espèce de validation scientifique pour un discours qui en même temps est simple. Et donc, des experts de la place publique, comme Jeff Sachs ou Bill Easterly, sont des gens qui sont d'accord pour donner exactement ce genre de réponse, qui à la fois s'auréole, disons, de la crédibilité scientifique, et en même temps qui puisse tenir dans des phrases assez courtes et assez radicales. Et alors, comment on fait pour donner cette espèce de validation scientifique? En général, en s'appliquant, en comparant les expériences de différents pays. Donc, par exemple, on peut dire, Jeff Sachs fait une corrélation entre le taux de paludisme dans les pays et la croissance de ces pays, et montre que dans les pays où il y a le plus de paludisme, ces pays-là sont plus pauvres, et que donc si seulement on venait à bout du paludisme, par exemple en donnant des moustiquaires à tout le monde ou en éliminant les marécages, etc., les pays seraient plus riches. Autre type de corrélation qui serait la corrélation Bill Easterly, c'est de dire oui, moi je vais vous montrer qu'en fait dans les pays qui sont plus démocratiques, il y a plus de croissance. Le problème, c'est que quand on prend les pays qu'on a sous la main, on n'a pas tellement de pays que ça en fait, et que leurs expériences sont assez irréductibles. Il n'y a qu'une seule Chine par exemple. Donc, quand par exemple on dit oui, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre les problèmes de développement humain parce que finalement, la Chine a cru très rapidement et puis voilà, grâce à cette croissance extrêmement rapide, il y a beaucoup moins de pauvres en Chine et les problèmes de développement humain se sont aussi améliorés dans la foulée. Si on nommait par exemple le problème de l'autodafé des petites filles. Mais il n'y a qu'une seule Chine, donc l'expérience de la Chine n'est pas tellement utile pour un pays aujourd'hui qui se trouve n'être pas la Chine. On veut essayer de comprendre quels sont les facteurs beaucoup plus spécifiques, et quelles sont les politiques économiques qui peuvent faire une différence pour les pays aujourd'hui. Et quand on regarde par exemple une corrélation entre le paludisme ou l'économie de marché et la croissance, les facteurs qui sont corrélés au succès sont peut-être corrélés à d'autres variables qu'on ne mesure pas. Par exemple, dans le cas du paludisme, on peut se dire, oui, les pays qui ont réussi à conquérir le paludisme sont aussi des pays qui sont plus organisés, qui ont réussi à mettre en œuvre une politique économique. Et puisqu'ils ont réussi à mettre en œuvre une politique économique contre le paludisme, par la même occasion, on peut penser qu'ils ont réussi à mettre en œuvre d'autres politiques. On peut comparer des pays qui, par exemple, le Sri Lanka, il n'y a plus de paludisme aujourd'hui. On peut le comparer à un autre pays qui n'a pas réussi à se débarrasser du paludisme, par exemple
L'Orissa en Inde, un état de l'Inde, on dit ah oui, le Sri Lanka, vraiment, ça a cru beaucoup plus vite que l'Orissa depuis tous ces temps-là. Mais après, ils ont fait aussi beaucoup d'autres choses en même temps. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que c'est pas la peine, enfin, c'est sans espoir, à mon avis, en tout cas, d'essayer de percer le secret de la croissance économique simplement en comparant les expériences d'une centaine de pays et voir quel pays a cru plus vite en faisant quoi. Alors, est-ce que ça veut dire que, du coup, on n'a rien à dire spécifiquement, que peut-être on peut étudier de manière narrative les expériences de chaque pays, ou est-ce qu'on abandonne tout simplement cette question? Ou est-ce que, donc ce que nous dirait Billy Sterly, c'est que les experts n'ont aucun rôle, puisque de toute façon, on ne comprend pas bien ce qui fait augmenter, ce qui permet aux pays de croître et de régler leurs problèmes. Donc, il faut le laisser à eux-mêmes, 7 milliards d'experts, et pas essayer de leur dire ce qu'il faut faire. Donc, ce sera l'idée de Billy Sterly, de laisser les idées émerger finalement de manière libre, sans donner de conseils. Ou est-ce qu'il faut simplement revenir à des objectifs plus modestes, c'est-à-dire pas se dire bon, on va donner des conseils qui vont nous permettre d'éradiquer la pauvreté ou qui nous permettent de faire décoller la croissance, mais de répondre à des questions beaucoup plus spécifiques. Par exemple, revenons à la question du paludisme. Si vous voulez si vous voulez prévenir les enfants du paludisme, contre le paludisme, qu'est-ce que vous pouvez aider, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelle est la meilleure manière de mettre en œuvre une politique de prévention du paludisme pour les petits-enfants. Une question qui est beaucoup plus étroite, beaucoup mieux posée, à mon avis, et du coup, qui admet, on l'espère, une réponse. Et les sciences sociales peuvent avoir un rôle dans un processus d'expérimentation créative sur à la fois la bonne politique, et je vais essayer de le dire un petit peu aujourd'hui, la mise en œuvre efficace des politiques que les gouvernements auraient l'intention de mettre en œuvre de toute façon. Et c'est sur ces deux sujets en fait, sur lesquels je travaille en ce moment et sur lesquels je voudrais vous donner un aperçu. Alors pourquoi expérimenter? C'est une jolie citation de Roosevelt pendant la crise économique. The country needs, unless I mistake its temper, the country demands bold, persistent experimentation. It is common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another, but above all, try something. Le président, il faisait face à une crise sans précédent et il décide qu'il faut essayer. On essaie quelque chose, si ça ne marche pas, on revient en arrière. C'est une attitude extrêmement pragmatique pour un président. On aimerait en voir plus, puisque en général, ce n'est pas tellement la manière dont les choses sont présentées. On nous présente en général les choses. J'ai la solution, je vais la mettre en œuvre et tout ira mieux. Mais cette candeur, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à notre esprit. Pour la plupart des problèmes, on n'a pas vraiment la solution, ni nous, vous, les futurs experts, ni les politiques vraiment. La lutte contre la pauvreté, c'est un petit peu une réponse à une crise permanente. On a toujours besoin, la politique économique a besoin d'imagination, et en général, elle n'en a pas tellement, parce qu'elle est de la même manière que les experts, du discours politique, on attend des réponses très claires, donc même s'il n'y a absolument aucune certitude et un besoin d'essayer des choses et de revenir en arrière si ça ne marche pas et d'essayer autre chose, ce n'est pas le discours qui est tellement attendu. Donc les économistes peuvent, à mon avis, et c'est un petit peu tout le sens de mon travail, participer avec les décideurs politiques ou avec les bureaucrates ou avec les gens qui mettent en œuvre la politique à un processus d'expérimentation créative. Qu'est-ce que c'est qu'un processus d'expérimentation créative? C'est expérimentation au sens j'expérimente dans ma cuisine, c'est-à-dire j'essaye de nouvelles choses, donc identifier des solutions nouvelles et en proposant des suggestions ou en identifiant des suggestions possibles que d'autres ont mises en œuvre, en disant ça, il y a des chances que ça marche. Donc c'est expérimentation au sens, disons, commun du terme, mais aussi au sens scientifique du terme, c'est-à-dire expérimentation rigoureuse, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et d'accompagner ce processus sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc expérimentation au sens laboratoire du terme. Alors, je vais parler un petit peu de ces deux aspects. Est-ce que les économistes ont un rôle pour faire le design de solutions, pas seulement voir ce que les autres gens ont fait, mais aussi
penser à des nouvelles solutions, inventer des nouvelles solutions. D'emblée, il faut que je vous dise que ce n'est pas nécessairement la position de la plupart des économistes. La plupart des économistes ont une position beaucoup plus en retrait, comme un scientifique. L'agent économique sait ce qu'il a à faire et fait ce qu'il a à faire. Et tout ce que peuvent faire les scientifiques, c'est regarder ce que font les agents économiques et essayer d'en inférer les lois fondamentales de l'économie. De la même manière que, c'est l'analogie de Friedman, un physicien qui regarderait des joueurs de billard peut inférer du mouvement des boules des tas de lois intéressantes sur la physique, mais par contre, s'il prenait les cannes de billard et qu'il essayait de jouer, ça marcherait probablement très mal. Donc le physicien ne se substitue pas à l'agent, au joueur de billard. De manière générale, l'économiste ne doit pas se substituer à l'agent, laisser les agents faire ce qu'ils font et essayer d'en inférer les lois fondamentales de l'économie. C'est une position qui a été extrêmement importante, en fait, en particulier pour la naissance de l'économie du développement, il y a bien longtemps, par Theodor Schultz, qui est de dire, avant Theodor Schultz, qui est donc dans les années 60, il y avait un peu cette idée que les gens dans les pays en développement étaient un petit peu bêtes, et qu'on essayait de comprendre pourquoi leur culture les empêchait de prendre les décisions économiques les meilleures. Et ce qu'a fait Theodor Schultz, qui est extrêmement important comme position scientifique, c'est de dire, attendez là, essayez d'étudier, c'est pas parce que les gens sont pauvres qu'ils font pas au mieux. Donc essayons d'étudier les décisions qui sont prises par les plus pauvres dans les pays en développement pour les comprendre de manière rationnelle. Donc il a écrit un livre très important, l'idée Poor but Efficient. C'est-à-dire, il étudie des fermiers au Guatemala, et il dit qu'ils n'ont absolument rien, mais le rien qu'ils ont, ils l'utilisent du mieux possible. Donc c'est des agents économiques parfaitement rationnels, il se trouve qu'ils ont moins d'argent que nous, et donc leurs résultats sont moins bons que les nôtres. Il y a une vision de l'économie qui est différente de celle de cette vision qui est donc profondément positive et qui refuse une position normative de l'économiste, qui est incarnée par exemple par Hal Roth, un économiste qui est aujourd'hui à Stanford, qui a aussi reçu un prix Nobel, qui veut penser à l'économiste, vous y serez sensible, comme un ingénieur. Et donc Hal Roth travaille sur des questions en anglais on dit mechanism design, je ne sais pas comment on dit en français, qui est de questions d'organisation des marchés. Par exemple, c'est lui qui a mis en œuvre tout un système pour que les étudiants d'internat de médecine soient appariés avec des internats, des hôpitaux qui ont besoin d'internes. Et donc c'est un marché très très compliqué où les prix évidemment n'entrent pas en œuvre. Il y a des préférences du côté des hôpitaux, il y a des préférences du côté des étudiants et tout ce monde-là doit s'arranger. Et en fait, c'est Hal Roth et son équipe qui a introduit ce système. Et de manière générale, donc, Hal Roth a cette idée que l'économiste doit être comme un ingénieur, c'est-à-dire aider les décideurs, en l'occurrence l'organisation des médecins, à organiser le marché de manière la plus efficace. Moi, je voudrais aller à une étape suivante, dire que l'économiste est encore plus modeste que ça. L'économiste est presque plus comme un plombier. La décision économique s'apparente, en particulier la décision économique d'apparier les internes aux hôpitaux est sûrement de l'ordre de l'ingénieur. La décision économique, par exemple, de la personne qui décide combien d'engrais mettre sur son champ, comme étudiait Schultz, c'est une décision qui est presque comme de l'artisanat. Et elle demande de l'expérience et de l'expertise. Et les agents en ont un certain nombre, en ont dans une certaine mesure, mais peut-être pas l'expérience et l'expertise complète, pour des raisons qu'on peut élaborer. Et l'économiste sait un certain nombre de choses. En fait. L'économiste est comme un artisan expérimenté. Dans certains domaines, pas tous, il peut apporter des connaissances techniques. Ces domaines, c'est comment les agents réagissent aux incitations. Depuis quelques années, les interactions entre la psychologie et l'économie, comment les gens sont limités dans leur façon d'appréhender le monde par des facteurs psychologiques qui nous concernent tous, qu'on commence à comprendre un petit peu mieux, et que c'est comment les gens interagissent entre eux dans le cadre de la théorie des jeux, etc. Donc il y a un petit peu de connaissances spécifiques que les économistes ont, qui nous permettent d'apporter quelque chose d'utile, à la fois
parfois à la décision individuelle et souvent en particulier à la manière, à la décision politique. C'est-à-dire quand il y a un besoin d'intervention politique, quand on peut laisser le marché faire ce qu'il a à faire, quand il y a un besoin d'intervention dans un domaine ou un autre, comment fixer les prix, quand est-ce qu'il est important d'informer les gens, etc. Donc, je vais vous donner un exemple de ça. C'est cet exemple, donc revenons à nos fermiers. Combien d'engrais un fermier doit utiliser et comment les prix des engrais doivent être fixés. Alors, cette question du prix des engrais est extrêmement controversée parce que il y a une longue tradition qui existe encore aujourd'hui de subvention assez forte des engrais chimiques. Pour l'école de Chicago, donc, où l'idée que les gens savent ce qu'ils ont à faire, subventionner les engrais chimiques, c'est vraiment une idée ridicule. Parce que les gens peuvent acheter des engrais, s'ils ne le font pas au prix du marché, c'est que ça ne vaut pas le coup du point de vue rendement, coût-bénéfice. Si je subventionne les engrais, tout ce que je vais faire, c'est amener les gens à utiliser trop d'engrais par rapport à ce qui est économiquement efficace. Ils vont le faire puisque je réduis le prix, donc forcément ça. Donc je vais utiliser trop d'engrais par rapport à ce qui est économiquement efficace, ce qui n'est pas bon pour l'environnement et rien du tout. D'un autre côté, on pourrait se dire, oui, mais en même temps, il y a des tas de problèmes auxquels les fermiers font face. Ils ont des contraintes de crédit, peut-être qu'ils ne savent pas que les engrais sont extrêmement utilisés, etc. Donc il y a beaucoup de pays qui soutiennent une politique de subvention des engrais. Et en fait, la décision d'utiliser des engrais ou pas, elle est en fait très complexe. Il y a des questions d'expérience, il y a des questions de combien il me faut pour mon champ à moi, etc. Et les paysans ont très très peu d'opportunités d'expérimenter sur leur propre champ parce que s'ils font quelque chose qui marche plus ou moins, ça leur permet de subvenir à leurs besoins. Mais donc ils essayent, ils se disent ah tiens il y a des engrais. Alors pensez-y comme une décision de finance. Ça augmente le rendement moyen, mais ça augmente aussi énormément la variance. Alors, si vous étiez assuré, c'est-à-dire au cas où ça se passe mal, il y a quelqu'un qui vient à votre aide, dans ce cas-là, il y a de très fortes chances que ce soit bien pour vous de choisir un point qui a un niveau un peu plus élevé et une variance un peu plus élevée. Mais si vous êtes un petit fermier tout seul et que vous avez accès à aucun type d'assurance, ce n'est pas forcément la bonne idée. La bonne idée, c'est peut-être de rester exactement là où vous en êtes, même si vous savez qu'au fur et à mesure, vous pourriez trouver la combinaison d'engrais idéale qui soit à peu près sans risque et qui vous augmente vos rendements de manière sûre, vous n'y arriverez pas parce que le processus d'apprentissage lui-même est trop risqué. Donc, l'expérimentation et l'innovation dans ce type de circonstances est insuffisante. Alors, on peut dire oui, mais vous pouvez copier sur votre voisin, faire la même chose que vos voisins. Très bien, mais vos voisins, ils peuvent aussi copier sur vous. Donc du coup, même le fait qu'il y ait une possibilité d'apprentissage social en réseau, ici en réseau de voisins, va en fait diminuer encore plus la volonté d'expérimenter, parce que vous essayez toujours d'attendre que vos voisins fassent l'expérience eux-mêmes. Donc dans un environnement comme ça, il est possible que ce soit socialement optimal d'essayer, mais que personne ne le fasse. Donc on voit qu'avec des agents qui sont parfaitement rationnels, il suffit d'un tout petit peu de défaut d'assurance et d'un tout petit peu de learning curve, que ça prenne un petit peu de temps d'apprendre comment faire les choses au mieux, pour que finalement aucune innovation ne se produise et qu'on reste dans un système très inférieur. Donc, dans un environnement comme ça, on peut se dire, subventionner les premiers utilisateurs des engrais, ce serait une bonne chose. Voilà, c'est une analyse économique toute bête que je viens de vous donner, qui permet de répondre qui permet, disons, d'apporter un éclairage sur cette question. Donc, on peut avoir cette discussion avec la personne dont c'est le travail de réfléchir à cette question du prix des engrais. Alors après, ça ne veut pas dire que la meilleure décision, c'est de subventionner les engrais. C'est possible que l'argument Chicago, c'est-à-dire subventionner les engrais, va amener à une surutilisation qui est mauvaise pour l'environnement, est quand même valable. Il faut étudier. Mais il faut dire qu'au moins ça pose les paramètres de la manière dont on réfléchit à cette question. De manière qui n'a aucune idéologie, qui juste pose les éléments et qui nous dit exactement ce qu'on a besoin de savoir pour répondre à la question. Et ce qu'on a besoin de savoir, c'est de nature complètement empirique.
C'est-à-dire, première question empirique, quelle est l'élasticité d'utilisation des engrais par rapport au prix? Deuxième question empirique, est-ce qu'il y a effectivement une diffusion de l'apprentissage social? Troisième question empirique, s'il y en a une, où est-ce qu'il faut que j'aille? À qui il faut que je parle? À qui il faut que je propose d'essayer les engrais pour assurer le maximum de diffusion pour que les autres apprennent? Quatrième question empirique, qu'est-ce qui se passait si je donnais aux gens accès à un produit d'assurance qui les assure contre les chocs qu'ils peuvent expérimenter, etc. etc. Et toutes ces questions empiriques, faut bien y répondre. Et donc, ça devient une question, je vais passer ça, ça devient une question auquel on peut répondre en réfléchissant à comment mettre en œuvre des expérimentations spécifiques. Un autre exemple où les économistes ont joué un rôle empiriquement, là c'était un exemple théorique que je vous ai donné, mais un exemple beaucoup plus réel, où les économistes ont joué un rôle dans la définition de nouveaux programmes, c'est le microcrédit. Mohamed Younous, donc dans les années 70, qui était professeur d'économie à l'université de Dakar, se promène dans les villages autour de son université et il voit que tous les pauvres sont complètement étrangers au marché du crédit, ils n'ont aucun accès au crédit. C'est pas parce qu'on n'avait pas essayé de leur prêter, parce qu'il y avait eu des grands programmes gouvernementaux, il y en a eu en Inde, il y en a eu au Bangladesh, etc., des grands programmes gouvernementaux de prêts aux plus pauvres, mais ces programmes ont tous échoué, les gens n'ont pas remboursé, etc. Et donc on avait un petit peu abandonné l'idée que c'était possible de prêter aux plus pauvres. Et ce que Younous a inventé, en fait a réinventé, en se basant sur une tradition qui existait déjà en Europe au XIXe siècle, c'est une manière de prêter aux plus pauvres qui se fonde sur le capital social, les incitations dynamiques, des réunions régulières entre les gens. Et donc c'est une innovation qui est une innovation, complexe. Le microcrédit, c'est un programme qui a beaucoup d'éléments, je vais y revenir. C'est qui utilise sa connaissance de plusieurs aspects de l'économie, en quelque sorte. Et d'un point de vue succès commercial, c'est un énorme succès commercial, à la fois parce qu'il y a peut-être 250 millions de clients du microcrédit aujourd'hui, et parce que pour Younous, ça lui a quand même valu le prix Nobel de la paix. Est-ce que c'est un succès social? On verra un petit peu plus loin. On doit se poser la question, est-ce que ça marche effectivement le microcrédit? Est-ce que les gens ont accès au crédit? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien pour eux? Et cette dernière question, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien pour eux? Ça pose directement la question de l'évaluation. C'est-à-dire les économistes, comme Mohamed Younous, comme moi-même ou n'importe qui proposent une solution à un problème, ou qui proposent une réponse, par exemple, sur la question des subventions des engrais, ils peuvent se tromper, et pour être parfaitement honnête, ils le font souvent. Pourquoi on se trompe? Eh bien, parce que de la même manière qu'un ingénieur, pour modéliser et analyser une situation, on est obligé de la simplifier énormément. Donc, de manière qu'un ingénieur, pour analyser un système, va essayer de ne pas réfléchir aux autres, aux aspects de la machine qui ne l'intéressent pas à ce moment-là. Et en faisant ça, on se concentre sur les aspects qu'on veut vraiment étudier, ce qui est bien, de même aussi qu'un chimiste va ou quelqu'un qui essaye d'inventer un nouveau médicament va se concentrer sur un aspect de la molécule qui fait ce qu'il a envie de faire. Mais en faisant ça, ce qui est absolument nécessaire d'un point de vue intellectuel, forcément, sinon on n'arrive pas à réfléchir au problème s'il y a toutes les questions qui se mélangent en même temps, mais en faisant ça, en simplifiant la réalité, on finit par oublier des choses. Donc, un ingénieur va oublier qu'une courroie particulière peut se mettre à chauffer trop fort parce qu'il n'y a pas réfléchi. Quelqu'un qui invente un nouveau médicament va oublier qu'il y a une autre partie de la molécule qui est aussi active et qui donc produit des effets secondaires qui peuvent être intolérables. Un économiste va oublier que si je mets des incitations trop fortes d'un côté, je fais subir à l'agent des risques énormes de l'autre côté qui fait qu'il ne va plus pouvoir participer à mon système. Dans les trois cas, quelle est la solution à ce problème? Ce n'est pas de se croiser les bras et de se dire je suis désolé parce que comme je n'arrive pas à penser à tout, je ne vais pas essayer d'inventer une nouvelle machine, un nouveau médicament ou un nouveau programme.
la solution, c'est de dire, on va essayer, mais on va l'essayer à une échelle qu'on maîtrise pour voir quels sont les effets. Est-ce que la machine, la molécule ou le programme produit les effets attendus? Et est-ce que par ailleurs, il produit aussi des effets inattendus qui seraient négatifs? Donc l'ingénieur va regarder que sa machine ne chauffe pas, va essayer peut-être différentes manières de poser la courroie pour voir quel est le choix à faire entre une meilleure transmission et que ça chauffe trop. Il y aura des essais cliniques pour les médicaments et de manière générale, il peut y avoir des évaluations rigoureuses en économie. Et je dois dire que ces erreurs, ce processus de simplification, il est fait de manière, disons, assez systématique par les économistes qui étudient les problèmes, mais il est fait de manière beaucoup moins systématique par tout le monde. Quand ils essayent de proposer une solution, il y a toujours, surtout plus elle est radicale, plus elle simplifie le réel. Donc cette nécessité d'évaluer l'impact de toute nouvelle politique publique, elle n'est pas juste pour ce qui est proposé par les économistes, mais pour tout le monde. Alors, ça vous paraît peut-être complètement évident et donc pas très intéressant qu'il faut évaluer l'impact de ce qu'on fait, puisqu'après tout, quand on est quand on est un ingénieur, on évalue ce qu'on fait. Quand on est un médecin, on fait des essais cliniques. Donc évidemment, il faut une évaluation des politiques publiques. Mais si vous découvrirez rapidement, si vous ne l'avez pas encore fait, que très 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 peu de politiques publiques sont évaluées de manière rigoureuse. Très très peu. Alors pourquoi c'est le cas? Alors, une hypothèse un petit peu pessimiste, c'est que personne ne veut d'évaluation. Parce que les partisans d'un programme ont besoin de montrer leur réussite, donc s'ils peuvent écrire un rapport qui leur permet de surestimer leur succès, ils vont le faire. Donc tout le monde le fait, personne n'est dupe. Mais si vous êtes le seul idiot qui arrive avec vos résultats un petit peu précis, qui disent que d'un côté, les effets sont positifs, mais d'un autre côté, il y a ces effets négatifs qu'il faut regarder, toute personne ne vous écoute, du coup, personne n'a intérêt de faire ça. Donc ça, c'est l'aspect cynique. En quelque sorte, l'évaluation, la mauvaise monnaie chasse la bonne. La mauvaise évaluation chasse la bonne évaluation. Bon, moi, à mon avis, ce n'est pas le cas. Enfin, ça joue un petit peu un rôle, mais je pense que la réponse est plus simple. La réponse est que l'évaluation est rare simplement parce qu'elle est difficile. L'évaluation des politiques publiques est difficile. Et pourquoi elle est difficile? Parce que quand on essaye d'évaluer l'impact d'une politique publique, en particulier d'une politique publique contre la pauvreté, on se situe toujours dans un phénomène où on ne peut pas simplement dire « Ah bah si ça plaît aux gens, c'est que c'est une bonne politique ». Quand on construit un nouveau produit, une nouvelle voiture, si personne n'achète la voiture, on a une évaluation assez claire de ce qu'on a fait, ce n'était pas une bonne voiture. Donc les consommateurs votent avec leurs pieds, donc de manière générale, dans le domaine marchand, dans le domaine du marché, il y a une évaluation qui se fait de manière presque automatique, il y a un feedback permanent. Dans le cas des politiques sociales, il n'y a pas cette sanction des consommateurs parce que les politiques sociales sont nécessaires justement quand on essaye de pallier au marché. Donc, si on veut subventionner les engrais, c'est parce qu'on pense que le marché, le prix fixé par le marché n'est pas le bon. Mais une fois qu'on a subventionné les engrais, forcément tout le monde va venir, plus de gens vont venir acheter des engrais, même si ce n'est pas efficace pour eux. Et donc le fait que les gens achètent des engrais subventionnés ne nous dit rien sur l'efficacité des engrais. Donc, il n'y a aucune garantie que la politique publique ait un impact et un impact positif. Donc, pour s'en assurer qu'il y a un impact et un impact positif, d'abord, il y a une nécessité d'évaluer le processus, c'est-à-dire est-ce qu'on a fait ce qu'on avait l'intention de faire? Deuxième chose, est-ce que là, ça c'est pas tellement difficile, c'est des questions d'audit, de suivi de ce qu'on a fait. Donc ça, en général, ça a lieu. La Cour des comptes est là pour ça, par exemple. Mais ensuite, il y a les évaluations d'impact, c'est-à-dire est-ce que la politique ou le programme qu'on a mis en œuvre a eu les effets escomptés. Et ça, c'est une question plus difficile parce que quand on se pose la question de l'impact, on veut comparer la situation de ceux qui sont exposés à la politique numéro 1 à ceux qui sont exposés à la politique numéro 2 ou 3 ou rien du tout. Donc, on essaye de comparer en fait une situation que quelqu'un a vécue à une situation qu'il aurait vécue dans une réalité parallèle, qui n'a pas eu lieu. Alors comme il n'a pas eu lieu, effectivement, il nous manque toujours la moitié des données. Donc la difficulté consiste à constituer un groupe de contrôle adéquat à ceux qui ont été soumis à cette politique. Une politique de parité partielle,
Donc dans les conseils municipaux, la moitié des membres des conseils municipaux doit être des femmes et l'autre moitié des hommes. Par contre, il n'y a rien qui garantit que ce soit un maire qui soit élu, que ce soit une femme maire qui soit élue. Donc bien que les conseils municipaux soient composés de moitié d'hommes et de femmes, il n'y a pas tellement de femmes maires. Alors on pourrait se dire, est-ce qu'il faut passer à l'étape suivante et forcer un certain nombre de municipalités à élire des femmes maires? Alors pour ça, on voudrait savoir quel est l'effet d'avoir une femme maire par rapport à un homme maire. Alors si on voulait se poser cette question, on se dirait, bon, ben, on va peut-être comparer les villes qui ont des femmes maires avec les villes qui ont des hommes maires, et on va voir si les politiques sont différentes, et puis ça nous donnera une idée de l'effet que ce serait d'avoir des femmes maires. Mais effectivement, les villes qui aujourd'hui élisent une femme maire, alors si on les comparait, je ne l'ai pas fait pour la France, mais je suis à peu près prête à parier de ce qu'on trouverait. On trouverait que dans les villes où il y a des femmes maires, il y a une politique de la famille qui est plus agressive, il y a plus de crèches, il y a plus de bibliothèques municipales, il y a probablement moins de corruption. Et peut-être les parcs sont bien maintenus et il y a moins de police municipale. Je ne l'ai pas fait, hein, donc vous pouvez vérifier, mais peut-être c'est pas vrai. Mais enfin, ce serait mon pari. Mais une fois que je vous ai dit ça, je ne vous ai rien dit d'utile. Parce que c'est possible que ces différences que je viens d'inventer, elles ne viennent pas de l'action du maire, mais elles viennent du fait que le type de villes qui élisent des femmes maires sont des villes où il y a beaucoup de jeunes familles, donc ils ont besoin de... il y a beaucoup de mères qui travaillent et qui ont besoin de crèches et qui se reconnaissent très bien dans une femme qui veut faire de la politique. Et que donc toutes les différences qu'on voit entre des villes qui sont gérées par des femmes mères et des villes qui sont gérées par des hommes mères ne viennent pas du maire lui-même, mais viennent de ce qui fait que les gens décident de voter plutôt pour une femme ou pour un homme. Alors, si on veut se poser la question, donc on ne peut pas vraiment répondre à cette question avec les données qu'on a pour la France. Alors, comment on fait traditionnellement? L'économie traditionnelle, c'est de dire, bon, je vais comparer, mais je vais faire ça dans le cadre d'une régression où je vais mettre tout ce que je peux dans ma régression. Donc, par exemple, je vais mettre le nombre de jeunes familles, le nombre de... la taille de la ville, la longitude, la latitude, est-ce que c'est est-ce qu'il y a le train, enfin tout ce que vous trouvez dans votre dataset, en fait, tout ce qui peut marcher. La version moderne de ça, ce serait machine learning, c'est-à-dire je mets 150 millions de variables, plus que je vais même de villes, et j'essaye de trouver ce qui marche le mieux. Et on en revient, mais conceptuellement c'est la même chose. On essaye de réduire, de rendre les villes qui ont une femme maire et les villes qui ont un homme maire les plus comparables possibles. Et après, on dit, voilà, maintenant, je les ai rendus complètement comparables, toutes choses égales par ailleurs, les villes qui ont une femme maire sont différentes, ont une politique différente que les villes qui ont un homme maire. Mais le problème, c'est qu'on observe, on n'est jamais certain d'avoir pris en compte toutes les différences, parce qu'on est contraint par les variables qui sont dans notre base de données, et finalement, en particulier, cette espèce d'éthos d'esprit qui fait que les villes sont plutôt pour la famille, etc., ou moins, peut-être que ça n'existe pas dans aucune base de données. Donc, c'est jamais terminé, ce problème. Et on peut pas vraiment, en général, c'est pas du tout satisfaisant de simplement contrôler pour ce qu'on a. Alors une deuxième solution, c'est d'utiliser des expériences naturelles, c'est-à-dire d'exploiter des situations où des groupes sont par hasard strictement comparables. Alors dans le cas des élections, il y a des expériences naturelles très sympathiques, parce que les élections, c'est le premier qui gagne, et le premier qui gagne peut être séparé du deuxième par une toute petite marge. Donc on peut se concentrer sur les villes où la marge de victoire entre le candidat qui a perdu et celui qui est arrivé en deuxième est très petite. Et étant donné le système municipal en France, même si la marge de victoire est très petite, il y a une majorité claire au conseil municipal pour celui qui a gagné. Donc on peut regarder les votes, on dit voilà, il y a quelqu'un mettons qu'il n'y avait que 2 candidats pour simplifier, on va comparer les villes où 51% pour le gagnant, 49% pour le perdant. Ou même 50,5, 49,5. Donc on se réduit à un certain nombre de villes
Et on va comparer là des gens où une femme a gagné presque par hasard. Donc ça, c'est très bien, parce qu'on commence à comparer des choses tout à fait comparables. Et les gens ont fait ça. Le problème des expériences naturelles, c'est que c'est un petit peu comme de chercher sa clé sous un lampadaire, parce que c'est là où il y a de la lumière. On peut répondre aux questions pour lesquelles il y a des expériences naturelles, et puis il y en a où on ne peut pas répondre, et on aimerait bien répondre. Donc l'étape suivante par rapport à l'expérience naturelle, c'est de dire, moi je ne vais pas attendre l'expérience naturelle, je vais essayer de créer ma propre expérience, en la modélisant donc sur l'idée des essais cliniques, des expériences aléatoires. Donc avant le début du programme, on choisit aléatoirement parmi un groupe de bénéficiaires potentiels un échantillon de participants qui reçoit la politique numéro A et un échantillon qui reçoit la politique numéro B ou qui reçoit rien du tout. Et on les compare. Ce n'est pas tout le temps possible, évidemment, mais c'est souvent possible parce que souvent les programmes, quand ils démarrent en petite échelle. Donc on commence par un pilote. Souvent les programmes, en particulier au début, ont un budget qui est limité, donc de toute façon on ne peut pas aller partout. Souvent les programmes, même quand ils commencent à s'étendre par phase, donc il n'y a pas vraiment de raison de ne pas faire ces phases aléatoirement. Et parfois, allouer un programme au hasard, c'est simplement la solution qui est la plus équitable. Donc pour revenir au problème des femmes mères, en Inde, il y a exactement ça, pas pour les mères des villes, mais pour les mères des villages, des groupes de villages en fait. Et ils ont décidé en 1993 de mettre en œuvre une forme de parité où un tiers des groupes de villages doivent élire une femme comme maire. Et comme ils n'avaient pas envie que tous ces villages se trouvent absolument au fin fond de nulle part, ils ont décidé de faire en sorte que c'est choisi au hasard. Donc à chaque élection, on choisit au hasard un tiers d'endroits qui doivent élire une femme maire. Donc là, c'est équitable. C'était pas pour des raisons d'évaluation, mais ça permet l'évaluation. Comme c'est complètement aléatoire, on peut comparer les villages qui ont élu une femme maire aux villages qui ont élu une femme homme, et c'est quelque chose que j'ai fait sur de nombreuses années. On regarde à l'effet. Alors ce qu'on voit, c'est que les femmes prennent effectivement des décisions différentes, et en particulier, elles prennent des décisions qui arrangent mieux les femmes. Et en particulier en Inde, ça veut dire qu'elles s'occupent plus d'eau, d'infrastructures d'eau, puisque c'est les femmes qui portent l'eau. On voit que, donc ça c'est l'effet immédiat, il y a un effet immédiat d'avoir une femme sur les décisions prises par les conseils municipaux. Il y a un effet sur la corruption aussi, qui diminue quand on a une femme maire. Il y a un effet de moyen terme, qui est que quand une femme est élue, ça rassure un petit peu les gens sur la capacité des femmes à être mères. Et donc, on voit que les gens changent d'opinion sur la compétence des mères, des femmes à diriger. Et ça, la manière dont on l'a fait, c'est en demandant aux gens d'écouter un petit discours qui est prononcé soit par des voix de femmes, soit par des voix d'hommes. Mais c'est le même petit discours. Et à la fin, on leur demande, qu'est-ce que vous pensez du petit discours? Est-ce que vous trouvez que la personne qui l'a prononcé, c'est un bon maire ou c'est pas un bon maire? Rien n'est dit que c'est un discours d'homme, un discours de femme, mais la voix le trahit très nettement. Et ce qu'on voit, c'est que dans les endroits qui n'ont jamais été réservés pour des femmes, si vous voyez la barre bleue là à la fin, cette barre bleue, dans les endroits qui n'ont jamais été réservés pour les femmes, les gens qui écoutent le discours ont tendance à penser que si c'est un discours de femme, il est vraiment bien pire que si c'est un discours d'homme. On voit cette barre là, c'est la différence entre l'appréciation portée à un discours femme et l'appréciation portée à un discours homme, parmi les hommes et parmi les femmes. Que ce soit les hommes ou les femmes, trouvent que les discours de femmes sont vraiment nuls, alors que c'est les mêmes. Des endroits qui ont été réservés pour les femmes, en particulier les hommes qui sont beaucoup plus impliqués dans la politique, on voit que ça se renverse. En fait, que maintenant, les gens qui sont dans des villages qui ont été réservés pour les femmes trouvent que le discours prononcé par une femme est mieux que celui qui est prononcé par un homme. Donc avoir fait l'expérience d'une femme en politique, ça convainc les gens qu'une femme peut avoir un discours, peut être bonne politicienne. En tout cas, ça convainc les hommes, pas tellement les femmes. Qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a comme effet que les gens sont plus disposés à voter pour les femmes.
on voit que dans les endroits qui n'ont jamais été réservés, il n'y a que 9% des femmes qui sont mères. Dans les endroits qui ont été réservés une fois dans le passé, il y a 13% des femmes qui sont mères quand les postes ne sont plus réservés pour les femmes, mais qu'elles peuvent toujours candidater. Et après 2 fois, donc 2 cycles de réservation, 17%. À long terme, ça peut aussi avoir un effet, c'est-à-dire que ça peut changer de voir une femme être mère, ça peut changer l'opinion que les parents se font sur les capacités des filles et des garçons. Et ce qu'on trouve à long terme, c'est que les aspirations des parents pour leurs enfants changent dans les endroits qui ont été réservés pour les femmes. Quand on compare, est-ce que vous voulez que vos enfants étudient, est-ce que vous voulez que vos enfants aient une carrière, etc. Dans les endroits qui n'ont jamais été réservés pour les femmes, les gens sont beaucoup plus ambitieux pour leurs garçons que pour leurs filles. Dans les endroits qui ont été réservés pour les filles, cet écart se comble. Et ça a un effet direct sur la participation à l'école, où on voit que les filles ont moins de chances de quitter l'école dans les endroits qui ont été réservés pour les femmes dans le futur. Bien que les femmes ne soient plus aujourd'hui en mères, donc ce n'est pas leur action directe qui est en jeu, c'est la perception des parents. Donc ça vous donne une idée, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire, en suivant, comme quand on a une évaluation aléatoire, où on peut répondre à plein de questions, parce que finalement le cadre statistique est très très simple, c'est juste une comparaison de moyenne. Donc du coup, toute la créativité peut se trouver dans les questions qu'on pose, dans la manière dont on collecte les données, etc. Alors, où en est l'évaluation aléatoire aujourd'hui? Alors, il y a 20 ans, si j'étais venue ici, j'aurais fait ma pub, comme j'ai fait au début, pour dire que c'est vraiment très important de faire des expériences aléatoires, et j'aurais essayé de vous dire, bon ben voilà, maintenant, allez-y, faites-en, parce que j'aurais pas eu tellement grand-chose à dire. Alors ça a effectivement beaucoup changé dans les 20 dernières années, quasiment inconnu dans l'économie de développement il y a 20 ans, il y avait quelques expériences aux États-Unis, mais rien dans les pays en développement. L'évaluation aléatoire est très courante aujourd'hui, avec presque 700 projets en cours dans mon réseau. Pas tous dirigés par moi, en général pas dirigés par moi, le réseau du Poverty Action Lab. Au départ, on était vraiment concentré sur des questions très simples, qu'est-ce qui marche pas. Mais aujourd'hui, on continue à faire ça, évaluer l'impact de ce qui marche pas, quel est l'effet de ceci ou cela. Mais on essaye aussi d'utiliser l'évaluation aléatoire comme un outil qui permet de tester une théorie plus spécifique. C'est une direction dans laquelle les chercheurs vont. Et l'autre, c'est presque la direction opposée, c'est de travailler à très grande échelle avec les gouvernements pour répondre plutôt à la question comment faire au mieux ce que vous voulez faire de toute façon, plutôt que voilà, je vous donne une idée d'une politique à faire. C'est en supposant que vous voulez faire telle politique, quelle est la manière de la mettre en œuvre de la manière la plus efficace à l'intérieur de vos systèmes. Alors, je vais vous donner un exemple de chaque chose, en fait. De l'évaluation de programme et de l'impact que ça peut avoir, d'expériences qui sont plutôt destinées à tester une théorie spécifique et l'évaluation à très grande échelle. Je vais faire ça très vite puisqu'on a presque peu de temps. Évaluer un programme, l'impact du microcrédit, on en a parlé avec le professeur Younous. C'est peut-être ce que j'ai fait qui a eu le plus d'influence, même si c'est une influence un petit peu triste. Ce que je vous montre ici, c'est le résultat de 7 expériences aléatoires sur l'évaluation du microcrédit. Ici, c'est l'effet sur la consommation. 7 expériences aléatoires qui ont été publiées en même temps dans la même revue, où vous voyez la petite barre, c'est l'effet qu'on mesure, et la grande barre horizontale, c'est l'intervalle de confiance. Et vous pouvez ignorer les rouges si vous voulez, et vous concentrer sur les bleus. Ce que font les rouges, c'est d'agréger toute cette information ensemble. Et ce que vous voyez, c'est que, quel que soit le pays, l'effet du microcrédit est très très faible. Donc il y a très très peu d'impact du microcrédit. Trouver ça, au début on l'avait trouvé pour l'Inde. Personne ne nous croyait. Donc après ça a été refait. Et finalement on apprend quelque chose. Et c'est très important de savoir ça parce que ça nous dit, bon d'abord le microcrédit ne tue personne, mais d'un autre côté il n'a pas l'impact transformateur qu'on espérait. Donc ça veut dire qu'il faut changer, ça force un petit peu les institutions de microcrédit et celles qui les soutiennent à se demander pourquoi c'est le cas et à essayer de réinventer un petit peu des programmes qui conviennent mieux à leurs objectifs.
Deuxième exemple, tester une théorie. Et ça, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Est-ce que les gens savent qui est la meilleure source de potins dans le village? Alors, pourquoi c'est important de se poser cette question? Je pourrais vous dire que c'est vraiment un petit peu anecdotique comme question. Mais pourquoi c'est une question importante? D'abord parce que c'est amusant d'en parler, parce que tout le monde se demande quelle est la source de potins dans l'école ou dans le département. Mais surtout parce que ça peut être utile pour un gouvernement ou même pour un business qui se demande il faut que j'ai une innovation, un nouveau téléphone ou je veux convaincre les gens de se vacciner. Qui il faut que j'aille voir? Qui il faut que j'aille voir dans le village pour que l'information se diffuse au maximum? Alors, l'idée, c'est que, a priori, les réseaux sociaux sont des objets qui sont compliqués. Je vous dis un réseau social, c'est un village. Ce n'est pas une représentation géographique, ce n'est pas là où les gens habitent, effectivement. C'est une représentation qui est optimisée pour voir au mieux les relations entre les gens. Mais vous voyez que un village, c'est quelque chose de compliqué. Les gens ont beaucoup d'amis, leurs amis ont des amis, les amis de leurs amis ont des amis. Et donc, c'est représenté assez facilement par une matrice qui lie les gens aux autres. Mais on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que les gens aient une connaissance complète du réseau. Donc, même si vous savez qui sont les potins parmi vos amis, ce n'est pas évident qu'a priori vous sachiez qui sont les potins si vous ne les connaissez pas eux-mêmes. Donc, on a une petite théorie qui nous dit qu'il y a de bonnes chances qu'en fait les gens sachent qui sont les gens les plus efficaces. C'est une théorie, un modèle simple de diffusion de l'information. Et sur la base de ça, on se dit, bon, on va demander aux gens. On va commencer par demander aux gens qui sont les personnes les plus influentes. Et on demande aux gens, alors, premier résultat intéressant, ils savent tous, ils nous donnent très peu de réponses, ils nomment très peu de gens. Donc il y a un consensus sur qui sont les personnes les plus influentes. Dans ce village, c'est ces gens-là. Et on voit même visuellement qu'ils ont l'air assez centrales, qu'ils ont l'air d'avoir pas mal d'amis. Donc, ils sont assez centrales dans le réseau. C'est une autre façon de le voir ici. C'est les gens qui ont le plus... si on mesure la centralité dans le réseau social, c'est-à-dire vous êtes central si vous avez des amis qui ont des amis qui sont eux-mêmes importants. Comme une Google PageRank. Vous recevez en premier la page qui est elle-même liée par des pages qui sont elles-mêmes liées par beaucoup de gens. Et ce qu'on voit ici, c'est que, effectivement, les gens qui sont nominés sont des gens qui, en général, sont plus influents dans le réseau social. Bon, voilà, c'est descriptif. Mais après, on peut se dire, on va faire une petite expérience. On va aller voir ces gens et on va leur donner une information. Quelle est l'information? C'est prévenez tous vos amis que s'ils nous appellent sur tel numéro, ils peuvent participer à une tombola et ils peuvent gagner un téléphone portable. Voilà, c'est ça l'information, il suffit que vos amis appellent tel numéro. Dans certains villages, on allait voir ces gens-là. Dans d'autres villages, on allait voir les gens traditionnellement importants, disons les leaders reconnus. Et dans d'autres villages, on allait voir les gens au hasard. Et après, on regarde si on reçoit effectivement plus de coups de téléphone quand on est allé voir les gens en rouge. Et voilà le résultat, c'est la cumulée, c'est-à-dire le nombre de coups de téléphone qu'on reçoit en distribution. Et vous voyez que la cumulée est bien en dessous pour quand on est allé voir les gens les plus importants, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup plus de coups de téléphone quand on est allé voir les gens les plus importants dans le village, déterminés par qui est important. Donc ça veut dire que les gens ont une très bonne idée de qui est la personne la plus importante dans le village. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand on met en compétition les gens qui sont les plus importants d'après dans cette mesure mathématique dans le réseau versus ceux qui sont simplement nominés comme étant les plus importants, c'est ceux qui sont nominés comme étant les plus importants qui sont effectivement les plus importants. Dernier exemple, et ensuite je vais vous donner la parole, c'est cette idée de travailler à grande échelle avec les gouvernements pour les aider à réaliser leurs propres objectifs. Et ici, j'ai travaillé avec le gouvernement du Bihar, qui est un grand État de l'Inde, pour mettre en place un système qui force les gouvernements locaux à déclarer une dépense avant d'être payés. Dans le système traditionnel de décentralisation dans le monde entier,
les municipalités reçoivent une avance, ensuite ils le dépensent, et ensuite ils toquent à la porte et disent « Est-ce que vous pouvez nous renvoyer des sous ?» Et donc l'audit, etc., l'audit comptable ne se fait que ex post, et donc avec beaucoup de délais, etc., ce qui rend très difficile de vérifier ce que les gens font effectivement. Mais aujourd'hui, avec les technologies modernes, c'est possible de changer l'ordre et de dire « Non, on ne vous donne pas une avance, mais par contre, on vous envoie de l'argent dès que vous nous dites ce que vous voulez faire avec l'argent. » Par exemple, on dit « J'ai employé Abdelkader sur mon chantier pendant 30 jours, donc j'ai besoin de le payer 100 roupies par jour pendant 30 jours. » J'écris ça dans mon ordinateur, ça envoie une demande immédiatement et je reçois les sous immédiatement pour pouvoir le payer. Donc, du coup, toute demande de fonds correspond immédiatement à un besoin qui est exprimé en regard. Et il n'y a pas d'avance suivie de justification ou pas. Et donc, l'idée, c'est que ça permet de diminuer la corruption. Donc, en gros, on passe d'un système comme ça, où le village demande au bloc, qui demande au district qui accède les sous, un système comme ça, où le village demande directement au centre, et du coup, tous les intermédiaires ici qui peuvent prendre une petite part du gâteau disparaissent, et il y a aussi un système on est immédiatement responsable des demandes qu'on fait. On a évalué ça dans 1000 villages traitement et 2000 villages contrôle, près de 22 millions de gens. Et ce qu'on trouve, c'est ça. C'est-à-dire, ça c'est avant, vous voyez, dans les traitements et les contrôles, on a à peu près les mêmes dépenses. Pendant la période de l'intervention, les dépenses sont beaucoup plus faibles dans le traitement que dans le contrôle. Alors vous pouvez dire, oui, peut-être qu'ils dépensent moins, mais qu'ils font aussi moins. Alors effectivement, on compare avec le nombre quand on va voir les gens, on leur demande est-ce que vous avez effectivement travaillé pour ce programme? On voit qu'en fait, les réalisations sont exactement les mêmes. Donc, le programme a permis de réaliser la même chose en termes de soutien aux gens sous la forme de ces travaux qu'ils font dans les villages pour 22% de moins d'argent. Donc, cette petite expérience de quelques mois a fait économiser, coûte à peu près $200 000 d'ordinateurs, etc., mais a fait économiser au gouvernement du Bihar 6 millions de dollars. Donc, je vais résumer tout ça. J'ai fait un très très long détour en partant de l'objectif de réduire peut-être la pauvreté de manière significative, en vous commençant à vous parler des potins des villages d'un côté et d'un autre côté d'un système financier au Bihar. Et vous pouvez peut-être vous demander si j'ai vraiment, si je suis partie du coup j'ai oublié mon sujet. Je ne l'ai pas du tout oublié, mais il me semble que l'évaluation d'interventions spécifiques sur les questions de corruption, d'éducation, de santé, etc. est une étape vers une augmentation de la prospérité pour le plus grand nombre, et c'est ça pour un certain nombre de raisons. D'abord, c'est cette boutade de Keynes qui est « In the long run, we will be dead ». Donc souvent, quand j'explique ce que je fais, on me dit « Oui, mais dans le long terme, ce qui compte, c'est la croissance ». Oui, dans le long terme, c'est sympathique, mais en attendant, les questions de capital humain, les questions de santé, etc., elles se posent aujourd'hui et maintenant. Et donc, il faut trouver une solution pour y répondre maintenant. Pendant ce temps, vous pouvez réfléchir à ce qui va faire augmenter la croissance. Moi, je ne sais pas. Mais par contre, je sais comment arriver à peut-être améliorer les taux de vaccination qui amélioreront la mortalité infantile. Deuxième question, c'est un impératif politique d'aider d'améliorer la qualité de la vie et d'avoir effectivement d'amener aux gens des choses réelles et concrètes. C'est la fin de la phrase de Roosevelt que je vous ai montrée au début sur l'expérimentation. Elle se continue comme ça. The millions who are in want will not stand by silently forever while the things to satisfy their needs are within easy reach. Donc, il y a une demande de réalisation que Roosevelt percevait dans les années 30 et qui est extrêmement présent dans les pays en développement aujourd'hui, où il y a une extrême insatisfaction politique quand les gens voient à la télévision qu'il y a de la croissance, qu'il y a de la richesse, etc., mais que eux, leur situation est toujours aussi mauvaise. Et donc, c'est pas tolérable. Et quand c'est pas tolérable, eh ben, ça explose. Et on voit que les pays, s'ils n'arrivent pas, même si leur croissance est rapide, s'ils n'arrivent pas à amener avec eux leur population pauvre,
ça finit par se traduire en demandes, en revendications populistes qui soit se terminent mal politiquement, soit même si elles se terminent pas mal politiquement, se terminent mal économiquement sous la forme de redistribution massive qui ont des problèmes mal faits, puisqu'on n'a pas appris comment bien la faire, qui amènent à des problèmes fiscaux. Finalement, il me semble que les estimations microéconomiques, c'est un point plus technique, mais les estimations microéconomiques sont peut-être la clé d'une compréhension des phénomènes macroéconomiques et donc de la croissance en question. Je pense que, comme je l'ai dit, je pense qu'on n'arrivera à rien avec juste une estimation de relations macro, pour comprendre bien la macro, il faut comprendre bien le modèle microéconomique qui le sous-tend, avoir des bons paramètres et après essayer de les mettre ensemble comme une espèce de mécano géant. Pour résumer, j'essaye de pratiquer l'économie comme une science humaine, c'est-à-dire une science et pas un art, une science qui est rigoureuse, qui est fondée sur l'expérimentation, la modélisation, qui est impartiale, en même temps qui est une science de l'homme, donc qui reconnaît sa complexité, ses imperfections, etc. Et une science qui est humaine dans le sens qu'elle réalise notre propre capacité de se tromper, et qui est humaine aussi dans le sens où elle est généreuse et engagée, et donc le genre de questions qu'elle se pose, c'est des questions qui sont immédiatement pertinentes pour les gens aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, merci pour cet exposé tout à fait passionnant, qui, je suis sûre, va occasionner des questions nombreuses. Donc, vous avez plusieurs micros dans la salle, si vous voulez vous poser les questions à Esther Duflo. Alors, c'est vrai que, comme vous l'avez dit en conclusion, les élèves voient pour la première fois l'économie du développement en théorie de la croissance et donc en macroéconomie. Donc, ça peut peut-être en surprendre certains, ceux qui font notamment suivre le parcours d'ingénieur économiste, de voir qu'aujourd'hui, l'économie du développement, dont vous êtes une des plus grandes représentantes aujourd'hui, s'intéresse principalement aux questions microéconomiques. Donc, comme vous l'avez évoqué dans votre conclusion, est-ce que vous pouvez nous expliquer la transition, justement, comment on est passé de l'économie du développement comme une problématique de croissance économique, pourquoi est-ce qu'il y a des pays qui ont une croissance économique plus forte que d'autres, à une problématique de microéconomique, de comment les comportements individuels peuvent expliquer les différences de croissance. Je pense qu'il y a eu deux choses, c'est-à-dire d'un côté, peut-être une certaine frustration des macroéconomistes eux-mêmes pour le passage, disons, de la théorie au travail empirique dans l'économie de la croissance, parce que la théorie, elle continue à se faire, mais le travail empirique, les gens ont vu finalement la limitation de ce qu'on pouvait faire avec les données telles qu'elles existaient. Donc Barrow, Salai-Martin, etc. ont commencé toute une industrie. Et puis finalement, ils sont arrivés au bout de leur industrie, où l'industrie s'est un petit peu essoufflée, disons. Et assez peu de gens font ça aujourd'hui, de faire des cross-country growth regression. Donc après, ça a repris un petit peu du souffle avec l'économie institutionnelle, etc. Mais on voit quand même la limite de juste travailler sur les pays. Alors après, donc ça c'est un côté, et une reconnaissance en particulier venant des macroéconomistes comme Francesco Caselli par exemple, du fait qu'on comprenait finalement très mal les ressorts de la croissance. C'est-à-dire avec les données qu'on a, d'un point de vue, donc il y a tout un fil qui s'appelle Gross Accounting, qui essaie de dire quelle partie de la croissance on peut expliquer avec les données qu'on observe. Et le consensus sur cette question parmi les macroéconomistes, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire une grosse partie de la croissance économique est dans le A, qui sont les technologies que Solow explique, que Solow décrit comme la mesure de notre ignorance. Donc on en arrive là, d'un point de vue, disons, simplement avec juste un modèle agrégé, on n'arrive pas à grand-chose. Deuxième réalisation, c'est donc à partir justement de données microéconomiques, la réalisation que la raison pour laquelle on n'arrive pas à grand-chose, c'est la suivante, c'est que le modèle agrégé est valable, pas parce personne ne pense qu'il y a une très grande machine dans l'économie qui est opérée par tout le monde qui travaille sur la même machine.
la raison pour laquelle on peut penser à l'économie avec le capital et le travail, c'est que si les marchés étaient parfaits, les facteurs seraient alloués d'une entreprise à l'autre à leur utilisation la plus efficace, que les taux de rendement seraient uniformes, que tout le monde paierait le même taux d'intérêt et que la productivité du capital serait la même et du travail serait les mêmes dans toutes les entreprises, et que du coup on pourrait penser à un modèle agrégé. C'est pour ça que Solow a gagné le prix Nobel. Mais quand on regarde empiriquement les données microéconomiques, on voit qu'il y a une variation. Alors la grande réalisation de Lucas, c'était que le taux de rendement du capital est vraiment faible au Ghana, alors qu'il y a très peu de capital, c'est quand même surprenant. Donc ça veut dire que le A est très différent. Bon. Mais la réalisation suivante, c'est que si on va à l'intérieur du Ghana, les différences de taux de rendement d'une utilisation du capital à l'autre sont bien plus énormes que les différences de taux de rendement entre le Ghana et les États-Unis. Il y a énormément, on voit des gens payent des taux d'intérêt de 5% par jour et ils remboursent. Donc ça veut dire que la productivité de ce capital pour eux, c'est 5% par jour. 5% par jour, si vous faites le calcul, ça fait beaucoup de pourcents par an. Et d'un autre côté, on va avoir dans la même économie des gens qui empruntent à 9% par an, comme aux États-Unis. Donc il y a énormément. Alors pourquoi les gens qui empruntent, les gens qui empruntent à 9% par an ne prêtent pas plus aux gens qui empruntent à 5%? Les gens qui prêtent à 9% par an, pourquoi ils ne vont pas prêter à la personne qui emprunte à 5% par an? Et pourquoi ça ne s'agrège pas? Évidemment parce qu'il y a énormément de problèmes de marché du crédit, etc. Donc du point de vue macroéconomique, c'est le terme général sur lequel les gens qui pensent à ces questions, c'est l'idée de misallocation. C'est-à-dire on voit énormément de capital qui n'est pas du tout à son usage qu'on aurait. Et donc les macroéconomistes réfléchissent à la misallocation, la quantification de la misallocation, etc. Mais une fois qu'on fait ça, on réalise, ça veut dire qu'il faut comprendre les marchés qui sous-tendent ce genre de problème. Et du coup, on peut approcher ces marchés que de manière microéconomique, avec des données microéconomiques, avec une approche microéconomique. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est repasser de ces résultats microéconomiques à qu'est-ce que ça nous dit pour une économie dans son ensemble. Donc il y a un travail de réagrégation qu'il faut faire aussi, que moi, c'est pas moi qui le fais, mais que les macroéconomistes font maintenant à partir des résultats micro. Mais plus on a de résultats micro, plus on sera capable de faire ça à même. Et il y a une nouvelle macro qui est fondée, qui est micro-funded. Moi, j'avais une question justement qui a émergé en moi quand vous avez parlé du microcrédit et des questions d'évaluation des politiques publiques. C'est tout à fait passionnant. Et par exemple, vous avez regardé 5 pays, je crois, si je me rappelle bien, concernant le microcrédit, et vous disiez que finalement, les résultats qu'on peut associer au microcrédit ne sont pas ceux qui sont un petit peu décevants. Si je me rappelle bien, je crois que c'est ça que vous avez dit. Et là, j'avais envie de dire, décevant par rapport à quoi? Et ça renvoie peut-être à la question d'évaluation des politiques publiques. Quand vous avez dit politique publique, il y a ceux qui sont cyniques, qui disent finalement, comme tout le monde veut prouver que c'est vachement bien ce qu'il a fait, personne ne va se faire évaluer. Et les autres qui disent, on ne fait pas d'évaluation parce que c'est trop difficile. Peut-être qu'il y a aussi une autre question qui est évaluer par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on attend vraiment? Qu'est-ce qu'on attendait du microcrédit? Peut-être que si ça a simplement un tout petit peu amélioré la vie des gens, c'est peut-être déjà beaucoup. Oui, non, c'est sûr. Je pense que pour le microcrédit, les attentes étaient posées par le mouvement du microcrédit lui-même. Que ce soit les discours de Younous, le prix Nobel de la paix, c'est pas pour des petites améliorations de la vie des gens. Pardon? L'idée, c'était pas très quantitatif, mais l'idée, c'est que ça transformait la vie des gens, que dans 2 générations, les enfants étaient, les gens étaient beaucoup plus riches, en 2 cycles, etc. Et donc il y avait un espoir sur le microcrédit qui était du type transformer la vie. Et effectivement, par rapport à ce benchmark-là, le microcrédit est décevant. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que on peut aussi réfléchir, qu'est-ce que ça fait d'autre? En revanche, qu'est-ce qu'on trouve? Là, c'est pas dans ces résultats-là, mais ce qu'on trouve dans presque tous ces pays, c'est ce que font les gens, c'est qu'ils achètent un frigidaire et qu'ils dépensent un petit peu moins en thé, cigarettes et bonbons et choses comme ça.
Donc le microcrédit, c'est une espèce de produit d'épargne, pas très bien construit comme produit d'épargne, puisqu'ils doivent payer pour épargner, mais qui, en l'absence d'autres produits d'épargne, a un rôle. Pour une petite minorité de gens, c'est ce qu'on ne voit pas non plus dans ce graphe, c'est qu'il y a énormément de variations entre les gens. Donc pour une toute petite minorité de gens, le microcrédit produit des résultats importants. Mais cette toute petite minorité de gens est noyée dans une masse de gens pour lesquels le microcrédit soit les aide pas, ou fait pas grand-chose. Donc quand on y pense comme ça, on peut se dire, voilà, moi j'ai absolument rien contre le microcrédit, de toute façon ça dépense... La plupart des gens payent des taux d'intérêt qui sont suffisants pour financer le crédit, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Mais on se pose, du coup, on se repose la question d'une part, par rapport à l'objectif initial de transformer la vie, est-ce qu'il faut faire autre chose? Par rapport à l'objectif initial, par rapport à ce que ça nous... La théorie du changement qui est derrière le microcrédit, qui est que tous les gens sont des entrepreneurs nés, et ce qu'il faut faire, c'est de libérer leur processus entrepreneurial, on apprend que ce n'est pas le cas. Et si 90% des clients du microcrédit se servent du microcrédit comme un produit d'épargne, peut-être que du coup, le mouvement du microcrédit veut inventer des produits d'épargne qui leur conviendraient mieux. Donc, du coup, ça donne par rapport au benchmark, le microcrédit va transformer la vie et on n'a besoin de rien d'autre qui est la position Mohamed Younous de manière très très claire, ou la position de SIGAP, qui était une espèce d'agence internationale qui était le porte-parole, disons, du mouvement du microcrédit. Quand vous alliez sur leur site web, il y avait le microcrédit va éradiquer la pauvreté, résoudre les problèmes du sida, rendre les gens plus beaux et intelligents. Donc ça, je l'invente. Mais le sida et la pauvreté, je l'invente pas. Par rapport à ce benchmark-là, c'est pas ça. Mais du coup, ça veut dire qu'on en apprend pour avancer plus. Et du coup, en supposant qu'on puisse savoir toutes les variables et qu'on soit capable de faire le calcul, est-ce qu'on arriverait finalement à obtenir un résultat? Parce que là, on conçoit le problème comme une linéarité, une cause et un effet, c'est-à-dire c'est parce que les gens sont disposés à avoir une femme élue qu'elle est élue, ou alors c'est parce que la femme est élue qu'après les gens sont disposés. Alors que finalement, est-ce que c'est pas plutôt un problème récursif, un peu comme Edgar Morin le présente dans l'introduction à la pensée complexe, où finalement la cause devient un effet, l'effet devient une cause, ainsi de suite? Un peu comme dans votre exemple, à la fin, la conclusion sur les sciences de l'homme. Il y a sûrement les deux, c'est-à-dire les choses s'auto-influencent. C'est pour ça que moi je trouve que c'est absolument c'est perdu d'avance d'un point de vue empirique, scientifique, c'est perdu d'avance d'essayer de repérer les causes des effets. Je pense que c'est beaucoup plus facile de chercher les effets des causes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui produisent le même effet, mais au moins on peut suivre, on peut se poser la question, est-ce que tel facteur a tel effet? Ça, je peux le faire. Je peux construire une expérience qui me dit si c'est le cas. Alors que je ne pourrais jamais voir toutes les causes qui amènent à un effet particulier. Alors après, est-ce que si on avait toutes les variables du monde, on arriverait à savoir quel est l'effet des femmes mères? Moi, honnêtement, je ne pense pas, parce que souvent, c'est précisément quelque chose qui n'est pas observé, qui amène. C'est pas quelque chose qui est directement observable. Par exemple, les dispositions, on peut pas repérer ça. Le fait que dans les villes, les gens sont plus portés vers la famille, c'est pas quelque chose qu'on peut repérer facilement. Donc, il y a toujours une observable. Et même de manière plus importante, même si on avait trouvé toutes les variables importantes, on ne le saurait pas. Donc on ne saurait jamais si on avait fini. Donc de ce point de vue-là, le projet d'essayer de contrôler pour tout, je pense qu'il est perdu d'avance. Cela dit, il y a des sujets de politique économique pour lesquels on n'a pas besoin de la causalité. Moi j'ai insisté sur des questions de causalité parce que souvent on veut savoir l'effet possible d'une politique. Mais il y a des questions importantes pour lesquelles on n'a pas besoin de savoir la causalité. Par exemple, pour savoir si je dois prendre un parapluie ou pas, c'est pas du tout important pour moi de savoir. J'ai besoin de savoir est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Alors je peux regarder la couleur du ciel. Ça n'a pas d'importance que ce soit causal ou pas, tant que c'est un bon modèle prédictif. Donc ça me dit qu'il faut que je prenne mon parapluie.
Donc il y a des questions sur lesquelles le modèle prédictif est suffisant et important. Par exemple, Sendil Mullainathan avait travaillé sur un exemple qui je trouvais tout à fait persuasif. C'est l'idée, est-ce que quand on a attrapé quelqu'un qui a commis un délit, soit on le garde en prison, en préventive, soit on le renvoie dans la nature et on le reconvoque pour sa mise en examen. Et la décision de le renvoyer dans la nature dépend de est-ce qu'on pense qu'il va revenir ou est-ce qu'il va disparaître, se volatiliser, et est-ce qu'on pense qu'il va recommettre un autre crime ou un autre délit quand on l'a laissé dans la nature. Et ça, c'est une question qui est entièrement descriptive. C'est-à-dire, si j'avais le modèle complet, si j'avais un bon modèle pour me dire tel ou tel type de personne avec tel ou tel pris dans telle ou telle circonstance, avec tel ou tel type de délit, ont plus de chances de récidiver ou plus de chances de s'échapper, je garderais ces gens-là et je laisserais passer les autres. Alors qu'aujourd'hui, c'est fait à l'intuition, disons. On pourrait dire, voilà, il pourrait y avoir un modèle prédictif qui me permette de dire, avec les éléments que je m'autorise à utiliser, hein, on n'est pas obligé d'utiliser tous les avec les éléments que je m'autorise à utiliser, quels sont les pour guider la décision, qui est absolument pas causale. Mais ce modèle prédictif, il me dit rien sur les causalités. Et c'est important de séparer les deux. Donc moi, je ne pense pas que l'espoir de rajouter plus de variables nous... Dans le business, on le voit très bien. Une entreprise comme Amazon, elle utilise machine learning énormément pour savoir qu'est-ce qui prédit le comportement des consommateurs. Et elle utilise A/B testing, qui est l'équivalent de ça, hein, Randomized Control Trials, énormément pour savoir quel est l'effet de ce qu'ils font. Donc, on peut avoir une combinaison des deux outils, mais je pense qu'il ne faut pas confondre leur potentiel. On va peut-être changer de donner la parole. Merci. Vous vantez donc beaucoup les mérites de l'expérimentation. Mais bon, ça a été beaucoup dit, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire avec l'expérimentation, notamment tester, alors des choses qui éthiquement sont assez compliquées. Par exemple, si on veut, je sais pas, comparer l'effet d'une différence du taux de taxe sur la compétitivité des entreprises entre deux régions géographiques, ça c'est quelque chose qu'avec une expérimentation on aura beaucoup de mal à faire passer, j'imagine, et que l'expérience, enfin les expériences quasi naturelles permettent de faire beaucoup plus facilement. Et ma deuxième remarque, c'est que l'expérimentation, ça coûte quand même très cher et c'est très long. Donc notamment pour récolter les résultats, et c'est plus risqué que les expériences quasi naturelles. Donc voilà, je voulais vous entendre là-dessus, avoir votre avis sur ces limites de l'expérimentation par rapport aux expériences quasi naturelles. Enfin, les expériences naturelles, quand on les a, les expériences naturelles, dès qu'on les a, il faut les analyser, c'est clair. Donc je pense qu'il n'y a absolument aucun trade-off. C'est-à-dire quand on les a, on les analyse. Mais elles sont aussi extrêmement limitées parce qu'elles sont limitées à ce qui a eu lieu. On n'a pas forcément, parfois on a besoin de savoir ce qui pourrait être fait. Donc ça limite donc il n'y a absolument aucune raison de ne pas utiliser au maximum toutes les expériences naturelles qui sont à notre disposition. J'ai commencé ma carrière en faisant ça et je le fais encore dès que je peux. Mais l'expérience aléatoire contrôlée nous donne un outil de plus. Et on peut faire plus de choses qu'on le pense. Et moi, je suis toujours étonnée par à quel point on peut pousser la frontière sur ce qui peut être expérimenté, en particulier dès qu'on travaille avec des gouvernements ou l'utilisation immédiate pour eux. Donc on peut... Il y a des choses qui peuvent être randomisées. Par exemple, vous dites on ne peut pas randomiser les taux d'impôt, mais ce n'est pas entièrement vrai, parce que quand on fait de la politique favorable à l'emploi, par exemple, ça consiste à imposer les gens moins pour embaucher des jeunes, par exemple. S'ils embauchent des jeunes, leur donner des... Ça, c'est fait dans 10 départements test. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de choisir ces 10 départements test au hasard si de toute façon je choisis 10 départements test? Rien du tout. Donc en fait, il y a beaucoup plus de marge qu'on pourrait le penser. Point de vue du prix,
c'est souvent pas plus cher ou pas plus long que faire quoi que ce soit d'autre. Effectivement, une expérience naturelle, si elle a eu lieu dans le passé, on a déjà les données. Donc, vous avez absolument raison, il faut absolument utiliser les données au maximum. Mais si un gouvernement se demande qu'est-ce qui va faire quelque chose et qui se dit, tiens, j'aimerais bien mettre en place quelque chose pour en regarder l'effet, effectivement, ça va prendre le temps de l'effet de la politique. Donc, que ce soit aléatoire ou pas, ça ne fait pas tellement de différence. Ça ne fait pas de différence sur le coût de collection des données non plus. Beaucoup des expériences qui sont faites à très grande échelle avec les gouvernements sont en fait très peu chères parce qu'ils utilisent énormément de données administratives qui sont là de toute façon. Et après, le rythme, ça dépend complètement du rythme de programme. C'est-à-dire si c'est des programmes qui agissent rapidement, comme le cas de la corruption que je vous ai donné, start to finish, c'était quelques mois. Donc, mais cela dit, je suis absolument d'accord avec vous qu'il faut faire absolument utiliser au mieux les expériences naturelles. Et que les expériences aléatoires nous donnent un cadre pour y penser, en fait. Si c'était une expérience aléatoire, elle serait comment? Et ça nous permet de dire dans quelle mesure on s'en rapproche, dans quelle mesure on s'en sépare, quelles sont les hypothèses qu'il faut faire, et si on y croit. Les étudiants sont timides. Oui, je voulais vous demander... vous avez présenté des approches, vos approches appliquées à des pays en développement. Est-ce que ces approches peuvent être appliquées ou ont été appliquées déjà dans des pays développés pour notamment les problèmes de pauvreté? Oui, absolument. Donc, JPAL a un réseau en Europe qui est à l'École d'économie de Paris. JPAL Europe. Il y a eu beaucoup d'expériences en France, en fait, autour du fonds d'expérimentation pour la jeunesse en particulier, et aussi sur des questions d'éducation. Donc, il y a eu j'ai participé à certains programmes avec Pôle emploi, en particulier, sur l'évaluation de politiques d'accompagnement des chômeurs. Il y a des expériences sur des sujets aussi variés que l'effet de donner aux gens une subvention pour le permis de conduire, des expériences en milieu éducatif, la mallette des parents, qui est l'accompagnement des parents d'élèves de collège, etc. Donc il y a eu plein de travaux en France, et il y en a encore. Amérique du Nord a commencé il y a quelques années avec beaucoup de travaux, en particulier sur des questions de santé, et sur des questions de gestion par exemple des maladies chroniques, etc., de comment aider les gens à gérer prendre leurs médicaments régulièrement, c'est un exemple. Donc c'est des sujets qui sont tout à fait pertinents pour les pays développés aussi. Et le développement récent de JPAL, c'est d'ailleurs surtout en Europe, en Amérique latine, qui est moitié-moitié, et aux États-Unis. Il y avait un étudiant là. C'est une question, vous avez dit que vous souteniez une science impartiale, mais les critères que vous posez pour résoudre vos problèmes, est-ce que c'est pas quelque chose d'idéologique? Par exemple, si vous voulez mesurer la pauvreté dans un pays, est-ce que vous allez prendre le salaire médian, le salaire moyen, l'individu le plus pauvre, sur quelle échelle de temps? Et donc, est-ce que ça, c'est pas directement à l'encontre d'une science qui se voudrait parfaite ou... Alors d'abord, parfait, impartial, ça ne veut pas dire parfait. Hein. Dans le même transparent, il y a humaine. Mais c'est une excellente question. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je ne mesure pas du tout la pauvreté dans les pays. Et il faut le faire. Hein. Je pense que c'est important d'avoir. C'est important de mesurer. Et on mesure plutôt que mesurer la pauvreté, on mesure des indicateurs sur tous les pays. Donc, on mesure le nombre de gens qui consomment moins de $1 par jour et par personne, mais on mesure la mortalité infantile, et on mesure l'accès à l'éducation, et on a toute une palette comme ça d'indicateurs qu'il faut regarder ensemble. Justement parce que chacun, sinon si on choisissait un indicateur ou même une façon de les agréger, il y aurait forcément un modèle derrière notre esprit qui est un modèle qui est politique. Vous avez parfaitement raison. Mais moi, je fais pas tellement ça. Moi, ce que je fais, c'est beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire je vais m'intéresser à l'impact
d'un programme en particulier ou d'une intervention particulière et essayer de regarder l'effet de cette mesure sur les variables qui sont les plus pertinentes pour cette mesure. Alors, effectivement, il y a un choix derrière. Il y a toujours un choix. Mais du coup, il devient extrêmement spécifique à cette mesure-là. C'est-à-dire si c'est un programme éducatif, par exemple, un programme de soutien scolaire, c'est assez clair que la mesure centrale, ça va être combien d'enfants vont effectivement réussir à lire. On parle du nombre d'enfants qui ne savent pas du tout lire au début, et à la fin de l'année, on se pose la question combien de gens savent lire les lettres, les mots, les paragraphes. Alors c'est vrai que c'est idéologique en un sens. Donc quelqu'un peut vous dire oui, c'est pas important de savoir lire, ce qui est important, c'est de savoir lire Kant. Et moi, donc il y a des réponses. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a un choix, même dans le programme qu'on évalue. On peut pas, on fait jamais l'économie de ça. On est toujours à l'intérieur d'un cadre, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est une très bonne question dans le sens où il faut en être. Parfois on l'oublie parce que le cadre c'est comme l'air qu'on respire, on le voit plus. Mais à l'intérieur de ce cadre, par contre, on se lie les mains grâce à, d'une part, de dire à l'avance ce qu'on va regarder. Et ça, c'est une super discipline. On dit, quel que soit ce que vous voulez, moi, c'est ce programme, la mesure du succès, ça va être ça. Et on le décide à l'avance, et on l'écrit sur une enveloppe et on l'envoie à sa grand-mère. Alors maintenant, on ne fait plus ça, on l'écrit dans un registre et on met un tampon avec la date en disant la mesure principale de l'aune du succès de ce programme, ça va être ça. Et après, qu'il y ait un succès ou pas, on le verra à ce résultat-là. Et donc, du coup, ça donne quand même une certaine discipline. Même si vous avez parfaitement raison que ce qu'on choisit d'étudier et ce qu'on choisit même d'essayer d'influencer, c'est forcément, ça a forcément tous nos espoirs et notre vision du monde s'y trouvent réunis. Et ça, de manière générale, c'est pas, on peut jamais, personne ne fait l'économie de ça. Une dernière question, peut-être. Oui, il y a un jeune homme là. Non? Si, je continue. Si, oui, non? Oui, allez-y. Excusez-moi, est-ce que ça a déjà été testé pour des mesures restrictives? Parce que j'imagine mal en fait qu'on aille voir un individu et qu'on lui dise voilà, on va faire un test, par exemple, vous paierez plus d'impôts. Eh bien, vous recevrez pas telle subvention. Alors, c'est une très bonne question. On ne peut pas expérimenter comme ça n'importe quoi. Il y a un cadre éthique de la recherche avec les sujets humains, que ce soit expérimental ou pas d'ailleurs, qui est un cadre éthique qui a été développé par la communauté internationale et scientifique et politique internationale, en particulier en réponse à des énormes excès dans les camps nazis et qui ont été mis en évidence avec les procès de Nuremberg, mais aux États-Unis aussi avec c'était pas une expérience, c'était une étude sur la syphilis où en fait les gens n'ont pas été traités pour voir, alors qu'on avait déjà un traitement pour voir quelle est l'évolution, disons, naturelle du patient. On a menti aux gens parce que, bref, donc il y a eu des excès énormes, pas spécialement sur les expériences, mais sur le traitement des individus comme sujet de recherche, donc qui a mis en œuvre un cadre éthique d'expérimentation qui est surtout approprié aux essais cliniques médicamenteux, mais dont les principes sont aussi appliqués pour les essais, pour n'importe quel sujet, n'importe quelle recherche qui implique des sujets humains, y compris la recherche en sciences sociales. Et un de ces sujets, c'est bénéficence. On peut pas on peut pas rendre les gens pires que ce qu'ils sont au départ. Donc, par exemple, on est obligé d'essayer, au moins, effectivement, on ne sait jamais exactement, parce que si on le savait, on n'a pas besoin d'expérimenter. Donc, il y a toujours une incertitude, mais autant qu'on puisse dire, on améliore la situation par rapport du sujet expérimental par rapport au statu quo. On n'a pas le droit, autant qu'on puisse dire, de rendre la situation pire par rapport au statu quo. Donc, ça, c'est un des principes. Un autre principe, c'est le consentement éclairé. C'est-à-dire les gens ont le droit de ne pas participer à une expérience.
ou à n'importe quel sujet de recherche. Les gens ont le droit de ne pas être participer à ont le droit de ne pas répondre à vos questions et ont le droit de ne pas payer des impôts plus élevés si ça fait partie d'une expérience. Donc tout ça, ça permet d'encadrer. Donc pour chaque projet, il y a un comité d'éthique dans le pays du chercheur et un comité d'éthique dans le pays où la recherche a eu lieu, qui étudie le projet et qui fait des recommandations pour modifier ou qui rejette le projet, le cas échéant, s'il est rejetable. Donc du coup, ça pose des limites assez claires à ce qui peut être fait, mais c'est des limites qui sont parfaitement raisonnables, enfin, plus que raisonnables. Après, à l'intérieur de ces limites, le chercheur individuel a aussi sa responsabilité de ne pas faire quelque chose qui serait faisable, en principe, éthiquement, d'après ces critères, mais que lui ou elle pense, pour une raison ou pour une autre, poser un problème éthique. Donc moi, il y a des sujets de recherche que je ne touche pas pour cette raison. Voilà, je pense qu'on arrive à la conclusion de ce Café des Sciences. Donc on voulait tous vous remercier pour la qualité de cet exposé. Merci beaucoup.